Le podcast Le Deuxième Sens vous invite à un voyage au cœur du son, des sons. De celles et ceux qui l'ont étudié, contrôlé, dominé, normé pour façonner les paysages sonores qui enveloppent nos oreilles. On y croisera des prophètes de l'Antiquité, des physiciens, des bidouilleurs, des luthiers, les oreilles des gens ordinaires, des architectes. Vos guides dans cette exploration seront Alice Demsen-Meyer, acousticienne, et Aurélien Ruellé, historien. Aujourd'hui, l'expérience phonographique de Galilée. Comment qualifier un son ? On pourra dire qu'il est brillant, riche ou ample, ou au contraire mat, pauvre ou centré. Comme un angle, un son peut être aigu. Ces qualifications montrent que notre compréhension du son a du mal à se passer d'analogie avec le visuel. On a besoin de voir le son. D'ailleurs, les métaphores visuelles du son sont légion au cours de l'histoire. Sous l'Antiquité et au Moyen-Âge, on disait volontiers que les sons se diffusaient dans l'espace comme des ronds dans l'eau. Ou encore à la Renaissance, que le son voyageait comme un missile, comme un projectile. Les allers-retours entre les catégories sensorielles sont assez banals et nous servent à chaque fois que notre lexique est trop pauvre. Quand on entend un son perçant, on a presque l'impression d'avoir la peau trouée par le bruit, à moins que ce ne soit juste nos tympans. Le savant italien Galilée y avait aussi recours pour ses expérimentations. Son premier biographe, Viviani, a raconté que pour mettre en évidence le mouvement uniformément accéléré d'une boule sur un plan incliné, il avait disposé des clochettes sur son passage. En effet, l'accélération des corps lorsqu'ils sont en chute libre est très difficile à voir, elle est en revanche beaucoup plus facile à entendre. Si les clochettes sont réparties à égale distance le long du plan incliné, on entendra un tintement accéléré, tandis qu'il deviendra uniforme si on espace graduellement les clochettes le long de ce même plan incliné. Dans un texte de 1638, Dialogue concernant deux sciences nouvelles, Galilée explique comment il a vu un son. L'invenzione fu del caso. L'expérience fut le fait du hasard. Mon seul rôle fut de noter l'observation, de l'apprécier à sa valeur, puis d'y percevoir la confirmation d'importantes spéculations, encore qu'en elle-même elle fut fort banale. Je raclais en effet avec un ciseau de fer tranchant une plaque de laiton, dans le but d'enlever quelques taches. Lorsqu'en déplaçant avec rapidité mon ciseau, j'entendis à une ou deux reprises, entre les nombreux coups de nez, un sifflement très fort et clair. Regardant la plaque, je vis alors une longue suite de minces virgules, parallèles entre elles et séparées par des intervalles rigoureusement égaux. Passant et repassant le ciseau un grand nombre de fois, je m'aperçus que des marques apparaissaient sur la plaque seulement lorsqu'un sifflement était émis, et qu'il n'y avait pas la moindre trace de ces petites virgules quand le raclage ne s'accompagnait d'aucun bruit. Je recommençai plusieurs fois le même jeu, en faisant glisser mon ciseau tantôt plus vite et tantôt moins vite. Le sifflement obtenu était d'un ton parfois plus aigu et parfois plus grave. J'observais aussi que les traces laissées à l'occasion d'un son plus aigu étaient plus serrées, et à l'occasion d'un son plus grave, plus espacées. D'autres fois encore, si le passage du ciseau avait été plus rapide à la fin qu'au début, on entendait le son devenir plus aigu, et l'on voyait les petites virgules devenir plus denses. Mais toujours, elles conservaient leur grande netteté et leur parfaite équidistance. De plus, chaque fois qu'un sifflement se produisait, je sentais le fer trembler dans mes doigts, en même temps qu'une sorte de frisson parcourait ma main. Il m'est aussi arrivé un jour de remarquer que deux des cordes de l'épinette vibraient à l'unisson de deux des sifflements décrits plus haut, et parmi les plus différents en hauteur, puisque leur intervalle était précisément celui d'une quinte parfaite. Mesurant les distances entre les stries laissées par l'un et l'autre passage du ciseau, je pus alors constater que le même espace qui contenait 45 stries dans un cas en contenait 30 dans l'autre, ce qui est exactement le rapport de la quinte.
Galilée aurait ainsi produit la première inscription volontaire et durable d'un son sur la matière, ce qui ferait de cette expérience le récit du premier enregistrement d'un son. Le problème avec Galilée, c'est que son rapport à l'expérience n'est pas des plus clairs. On connaît bien l'épisode de la tour de Pise. Galilée, pour prouver sa loi sur la chute des corps devant les professeurs de la ville, aurait lâché du haut de la tour 2 boules de matériaux différents. À l'inverse de ce qu'on pensait communément et de ce qu'on enseignait, la boule la plus lourde, disons en plomb, ne tombe pas significativement plus vite qu'une boule plus légère, disons faite de laine. L'anecdote, comme celle du plan incliné, figure dans la biographie de Galilée qu'a écrite son disciple Viviani après sa mort. Il n'existe aucun document attestant de la réalité de cette expérience. Comme d'autres, il s'agirait de ce que les historiens ont appelé une expérience de pensée. Une expérience imaginaire servant à comprendre le fonctionnement de la nature en le modélisant, mais servant aussi à convaincre en permettant de se représenter plus facilement un phénomène. Pour plusieurs historiens, l'expérience de la plaque de laiton est une expérience de pensée. Elle n'a tout simplement pas eu lieu. Examinons de plus près ce que nous dit Galilée. En fait, il ne nous dit pas grand-chose. On ne sait pas où cette scène a eu lieu, et ce que faisait précisément Galilée. À quoi cette plaque lui servait-elle? Comment était son ciseau? Épais, fin? Appuyait-il fort? Avec quel angle? Vite ou doucement? On ne sait rien de tout ça. La seule manière de savoir si Galilée n'abuse pas de notre crédulité de lecteur impressionné par son génie, c'est de tenter de reproduire l'expérience et son résultat. La reproductibilité ou la réplicabilité des résultats expérimentaux, après tout, c'est au fondement de la méthode scientifique et de la confiance qu'on accorde aux travaux des chercheurs. Des historiens, des acousticiens et des férus de Galilée ont déjà essayé de reproduire cette expérience avec des résultats variables. En essayant à notre tour de reproduire le phénomène, et peut-être à défaut d'y parvenir, peut-être réussirons-nous au moins à mieux comprendre ce qu'est une expérience de pensée. J'ai donc pris une poignée d'étudiants de L2 acoustique et vibration de l'Université du Mans, et on est allé voir Julien, à l'atelier de l'IUT Génie mécanique de l'université. Allez, plus la poutre. Là, il n'y a pas un copeau, quoi. Allez. Si, il y a gamin. Alors, est-ce que tu aurais des plaques à me donner, Julien? Bien sûr, on a différents échantillons, il y a de l'acier, du cuivre, du laiton, différentes épaisseurs, différentes nuances d'acier. C'est quoi ça par exemple? Du S235, donc c'est un acier basique. Ok. C'est quoi ça? S235, mais cette fois en 2 mm d'épaisseur, ah ouais. deux fois plus fin. Et là, je pense qu'on avait une plaque de cuivre. Ah, c'est bien, on veut du bruit. Aurélien, et ça, alors c'est quoi ça? C'est jaune, c'est de l'or? Oui. C'est de l'or. Non, du laiton. C'est du laiton, une plaque de laiton. Le laiton, c'est le matériau qu'avait utilisé Galilée pour faire son fusion. Pour comprendre ce que prétend faire Galilée et pourquoi il fait un lien entre le nombre de virgules sur une plaque et un son, il faut revenir à l'état de la science acoustique à l'époque de Galilée, donc disons à la Renaissance. Il y a déjà d'autres représentations visuelles du son. Prenons par exemple le monocorde. Comme son nom l'indique, le monocorde c'est une corde, une seule, tendue sur une caisse de résonance et divisée par un chevalet mobile. Depuis l'Antiquité, c'est l'outil qui permet de comprendre les fondements mathématiques de la musique. Quand on fait sonner une corde dans toute sa longueur, elle produit un ensemble de fréquences, dont l'une, la fondamentale, sera plus particulièrement identifiée par notre cerveau qui en tirera la sensation d'une hauteur, d'une note. En déplaçant le chevalet sous le monocorde, on change la longueur du segment mis en vibration et on change la fréquence de cette fondamentale. Quand on place le chevalet à l'exacte moitié du monocorde, et quand on pince l'une des deux moitiés, on obtient l'octave de la fondamentale. Aujourd'hui, on sait que cette octave correspond à une fréquence doublée par rapport à notre première note.
À l'époque des Grecs, ou tout au long du Moyen-Âge, la notion de fréquence n'existe pas, on savait juste que c'était consonant. Les sons se mélangent tellement bien qu'on ne peut pas vraiment les distinguer. Si on demande à un enfant de chanter à l'unisson avec une note trop grave pour lui, il la chantera naturellement à l'octave supérieure, et en théorie, ça sonnera bien. L'octave, au niveau géométrique ou arithmétique, c'est donc la moitié. Que se passe-t-il maintenant si on place le chevalet aux 2/3 ? On passe à la quinte, c'est-à-dire 3 tons et un demi-ton au-dessus de notre note fondamentale. Cette note est également consonante avec notre première note. Si on place le chevalet aux 3/4, on obtient la quarte. Si on place le chevalet au quart de la corde, c'est-à-dire à la moitié de la moitié, on obtient la double octave. À l'époque de Galilée, les savants, mais plus largement tous ceux qui apprennent la musique, sont habitués à représenter les notes le long d'une ligne divisée, et à penser leurs relations sous forme de fractions simples. On sait aussi que le son est affaire de vibrations, de mouvements, d'ondulations. C'est ce qui justifie la vieille métaphore des ronds dans l'eau. On l'expérimente, en pratique, lorsqu'on pose le doigt sur une cloche qui vibre, ou lorsqu'on voit tout simplement une corde pincée osciller autour de son point d'équilibre. C'est pour cela que Galilée veut en quelque sorte voir les sons, et si possible, les voir avec des fractions simples, la moitié, les 2/3, les 3/4. Revenons à notre plaque et à nos étudiants d'acoustique. Et donc j'ai amené des petits trucs pour qu'on commence un peu à tester. L'idée c'est que on va peut-être commencer par l'aspect exploration et atelier, et on fera la partie cours après, là. Comme ça au moins on est sûr qu'on aura parlé de l'atelier. Parce que sinon vous auriez un temps restreint et vous ne pouvez pas divaguer. C'est ça, exactement. C'est bien quand on divague pourtant. Non mais c'est bien, mais le truc c'est qu'il faut quand même qu'on réfléchisse un peu au truc. Alors, dans les questions que je vous posais, il y avait l'idée de qu'est-ce qui posait problème dans le texte de Galilée, qu'on a lu ensemble lors de la première séance. Qu'est-ce qu'il a utilisé exactement comme outil, comme ciseau, quelle était l'épaisseur de la plaque qu'il a utilisé, l'alliage, la vitesse, l'angle, la pression, il nous manque tout en fait, on n'a aucun paramètre contrôlé. Je sais pertinent, mais il dit que c'est une plaque qui utilise pour autre chose. On ne sait pas s'il est déjà abîmé, s'il y avait déjà des cils ou pas. La plaque elle est peut-être très granuleuse, ce qui n'est pas le cas des miennes. Est-ce que ça pour vous c'est un son? Non. Non. Et d'ailleurs ça n'a pas fait de point. Sur la fin? Non.
Ouais, non. Non plus. Ah, je l'avais. Alors, c'est une question d'angle. C'est une question d'angle. Une petite coche. Mais je pense qu'on peut se dire que je suis parti du bas. C'est ça qui fait, c'est pas possible d'avoir un truc qui est régulier sur toute la plaque. Quelqu'un a une règle? Et je vais vous donner aussi un marqueur. La mienne, elle est pas précise du tout. On s'en fout, on va faire une moyenne. On va compter le nombre de traits et on va faire une moyenne. Après, Non. oh les 680 000 Hertz qu'on vient d'écouter. Oh là là. 680 000. Ouais, il y a un petit problème là. Je crois que si. Si. Oh, si. Celui-ci était magnifique. Si, regardez les points. Ah oui, là on a des beaux points. Et vous avez été dans ce sens-là. Ouais. Je pense que ça c'est pour être vrai, tu vois. C'est impossible qu'il soit arrivé à la quinte et qu'il ait pu la reconnaître. C'est impossible. Alors rappelez-vous que non, c'est pas vous, j'ai dit ça, mais. Mais sur un son si court, c'est impossible. Sinon j'ai un couteau suisse, j'ai peut-être un truc. Le poinçon. Ah bah oui, le poinçon du couteau suisse. Et ces sons aigus, vous avez des virgules. Oui, j'ai des virgules. Attends. Mais qui viennent, limite, il faudrait la regarder à la... Fais don du poinçon pour la science. Ah oh, c'est bien. Ouais. Et là j'ai des virgules. Alors. Bon, bah alors on va l'enregistrer puis on va prier pour que ça le refasse. Non mais là il y a du bruit du métal qui a fait gling gling après. Mais là il y a quand même, tu vois là t'es à 5300, ici 6400 et là 7300, il y a quand même un facteur 1000 qui traîne quelque part. Hein. Oh je sais ce que je vais faire. Oh, je vais nous faire écouter un sinus de 1000 Hz. Ouais. Alors je vais essayer de faire plus... merci pour ce poinçon Victorinox là, c'est la qualité suisse. Ah mais c'est... On avait enfin trouvé le bon instrument et le bon mode opératoire. Un poinçon de couteau suisse, tenu relativement fermement dans la main et frotté orthogonalement contre une plaque en acier assez fine, d'1 millimètre environ. On a refait l'expérience dans de meilleures conditions, et on a frotté le poinçon contre la plaque d'acier 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois. Je peux s'arrêter là parce que... Et on a pu confirmer certaines observations consignées par Galilée. Lorsqu'on produit une rayure continue sur le métal, il n'y a pas de grincement, juste le bruit sec du frottement. Quand la plaque commence à chanter, les virgules apparaissent. Quel est ce son et quel rapport entretient-il avec les incisions laissées par le poinçon dans le métal, les virgules de Galilée? La question n'est pas si évidente. Pour répondre, allons voir Frédéric Ablitzer, chercheur au laboratoire d'acoustique à l'Université du Mans. Ah bah ouais, elles sont bien tes plaques. La luche. C'est quoi du laiton peut-être là? Ça doit être du cuivre. Ça, du cuivre, je pense. D'accord. D'accord. Ah oui, donc là on voit bien les trous.
Donc là, on parle un petit peu des sons produits par frottement, puisque finalement la lame du couteau du canif venait frotter contre la plaque. Les sons produits par frottement, c'est typiquement ce qu'on obtient dans le cas du violon. Ou d'une craie qui crisse, par exemple, sur un tableau. Et alors justement, je pense à la craie parce que quand je vois ce que Galilée appelle les petites virgules, moi, ça me fait beaucoup penser au son qu'on peut produire au tableau avec une craie, non pas en la faisant crisser, mais en la faisant, il n'y a pas vraiment de nom pour ça, décoller de façon périodique du tableau. Je peux te faire la démonstration là sur le tableau qui est derrière. Donc je peux faire un trait continu qui va finir sur des petites virgules aussi, comme celle obtenue par Galilée. Et comme tu peux le voir, la distance entre les petits points, chaque petit point a donné lieu à un petit toc. Et donc ce qui se produit au moment de ce phénomène, c'est que la craie va décoller et adhérer périodiquement au tableau. Alors que quand elle crisse, on est plutôt sur un phénomène qu'on appelle stick-slip, adhérence-glissement. C'est-à-dire tantôt la craie adhère au tableau, tantôt elle glisse, tantôt elle adhère, tantôt elle glisse, etc. Et ça se fait sur, bien sûr, des toutes petites distances. Le lien avec ton expérience, c'est que la craie représenterait la lame du canif, et puis le tableau représenterait la plaque. Tout laisse penser que sur les plaques que tu m'as montrées, c'est la même chose qui s'est produit, c'est-à-dire que la lame du canif glissait de manière continue sur la plaque, et puis tout à coup, en raison d'une peut-être instabilité, elle s'est mise à décoller une fois, et puis une fois que ce phénomène démarre, il reste entretenu. Galilée a peut-être entendu un son qui n'est pas du tout celui qu'on entend au tableau, parce que taper, faire des tocs sur le tableau ou sur une plaque, c'est pas pareil. Donc si on imagine de la même manière qu'il y a un objet qui fait une série d'impulsions très rapprochées sur cette plaque, on entend un son qui peut avoir une hauteur bien définie, dans lequel finalement la signature vibratoire de la plaque s'exprime. T'en es où là avec tes plaques? Eh ben écoute, on a fini et puis j'ai fait les mesures là, tiens, si tu veux regarder. Ah oui, donc là t'as mesuré toutes les traces et t'as compté pour chaque trace le nombre de virgules. Ouais, j'ai essayé parce que c'est pas toujours facile. Et puis en écoutant les enregistrements audio, j'ai essayé aussi de mesurer la durée du grincement qu'on entendait à chaque fois. Et là aussi, c'est pas très facile, mais ça nous permet d'avoir une petite idée de quel bruit fait quel nombre de virgules. Mmh. Oui, donc là, tu vas pouvoir aller voir Frédéric et lui parler de tout ça. Mais oui, j'y compte bien. Ouais, je pense qu'il va pouvoir t'aider.
Bon alors Aurélien, ça donne quoi tes plaques ? Tu les avais déjà vues, mais là j'ai fait des mesures et puis des calculs en plus. Donc notamment sur les enregistrements qui sont les mieux dessinés, donc par exemple le disque que tu vois là, oui. où les pointillés, les virgules sont un peu espacées. Et puis par exemple le 8, où elles sont vraiment très très rapprochées. Hein. Si tu les regardes d'un peu loin, tu vois même pas que c'est discontinu. Si tu regardes la 2, la 2 elle a une histoire un peu chahutée. On a un peu des pointillés, puis très continu, puis on retrouve des pointillés qui vont globalement à la fin en s'espaçant. Ouais. Où on a en fait une suite de 4 notes. Un si, un la, un sol, un mi. Visuellement, ça correspond à un espacement très progressif des virgules sur la plaque. Et alors la vitesse du geste, est-ce qu'on est sur un geste très rapide ? Comment ? Un enregistrement dure beaucoup moins d'une seconde. Hein. Les parties où il y a des pointillés, justement j'ai ces chiffres, en fait je peux te les donner. Par exemple pour l'enregistrement 8, t'as des virgules sur 13,5 cm. Et sur ces 13,5 cm de virgules, t'as environ 200 virgules. Et quand tu écoutes ça à l'enregistrement, ces 200 virgules, elles occupent environ 200 millisecondes. Donc moi je me suis dit que si on avait 200 virgules en 200 millisecondes, on en a 1000 en une seconde. La 10 par exemple, on a un trait d'abord qui fait 18 cm, un trait continu, puis ensuite on a environ 50 virgules, et à l'enregistrement, ça correspond à un peu moins d'un dixième de seconde. Donc c'est pareil, 50 virgules en 100 millisecondes, si on passe à la seconde, ça ferait du 500 Hz. Enfin, du 500 événements par seconde. Et il se trouve qu'au spectrogramme, en fait, on voit qu'il y a quand même un pic autour de 545 Hz pour cet enregistrement 10, qui était donc le plus grave, et pour l'enregistrement 8, qui était nettement plus aigu, on a un pic à un peu plus de 1000. C'était une expérience de pensée ou il l'a vraiment faite Moi j'ai quand même tendance à croire, après avoir essayé de refaire et puis après avoir mesuré, globalement on arrive à retrouver plus ou moins ce qu'il nous dit, quoi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de son, si ce n'est un son de glissement. Quand il y a des virgules, il y a un grincement. Et quand les virgules s'espacent, on observe que le grincement il est plutôt plus grave. Quand il est plus aigu, les virgules se rapprochent. Donc globalement, on a réussi à confirmer ce qu'il nous avait décrit. Alors il y a un point qui reste un peu douteux dans son témoignage, vous vous en rappelez peut-être, c'est le fait qu'il soit parvenu à sauter à la quinte en effectuant des enregistrements, et surtout à identifier la quinte. C'est le point qui vous faisait pas mal douter quand on avait fait l'expérience. Julien avait dit comment est-ce qu'il reconnaît la quinte ? C'est impossible. Alors vous vous rappelez peut-être que dans le texte, il dit qu'un grincement a mis en vibration sympathique une corde d'une épinette située à côté, et qu'un autre grincement a mis en vibration sympathique une autre corde située à un intervalle de quinte de la première. Et ça, effectivement, ça paraît un peu douteux, parce que déjà, quand on est en train de frotter la plaque pour essayer de produire un son, on a les yeux et les oreilles rivés sur cette plaque, et regarder en même temps, à quelques dizaines de centimètres de là, les cordes d'une épinette vibrer par vibration sympathique, c'est effectivement un peu douteux. Mais en théorie, malgré tout, c'est possible. Si on arrive par le plus grand des hasards à rentrer dans la bande de fréquence d'une des cordes, elle se mettra à vibrer. Nous, on a fait tout ce travail-là avec des enregistreurs, des spectrogrammes. J'ai pu réécouter 200 fois mes enregistrements de plaques. Galilée, il n'avait pas ce loisir. Et les expérimentateurs à l'époque n'avaient pas ce loisir. Donc quand ils expérimentaient, ils étaient obligés d'avoir les yeux et les oreilles grand ouvert. Je pense que de façon générale, il y avait quand même une attention qui n'était pas la même dès lors qu'on savait qu'on ne pourrait pas reproduire systématiquement les phénomènes et qu'on ne pouvait pas les réécouter tranquillement.
Je pense que ça doit nous amener à être généreux avec ce genre de récit d'expérience. Pour nous, c'est facile de se moquer de Galilée en disant il n'a rien précisé, il nous donne aucun chiffre. Il faisait avec ce qu'il pouvait et avec les moyens qu'il avait à disposition, c'est-à-dire son regard nu et ses oreilles nues pour essayer de capter malgré tout le fonctionnement du monde. Et après qu'il retombe sur des proportions mathématiques simples, j'observe dans un cas 30 virgules et dans l'autre 45 et ça correspond au saut à la quinte. Alors on retrouve le fameux rapport 2/3 qu'on observe sur les cordes vibrantes. Alors effectivement ça paraît douteux, mais Galilée il voyait le monde comme ça. Dans un de ses autres ouvrages qui s'appelle L'Essayeur, il explique que le monde est un livre écrit en langage mathématique et ses caractères sont des triangles, des carrés, etc. Donc c'était quelqu'un qui était fondamentalement persuadé que le monde avait une structure mathématique. Et d'ailleurs ce récit d'une expérience qui se produit dans son atelier un peu par hasard, ça peut un peu faire penser à la légende de Pythagore qui se promène au marché et qui entend le forgeron frapper les enclumes. Dans les deux cas, on a le récit finalement d'un hasard de la découverte dans un contexte pas du tout recherché, pas du tout provoqué, qui met en jeu un atelier artisanal, et c'est pas complètement hasard. Je pense que c'est une façon aussi pour Galilée de se présenter en Pythagore moderne, capable de comprendre la structure mathématique des phénomènes. Et c'est d'ailleurs assez inspirant que Galilée, de dire finalement, c'est en prêtant attention à un phénomène du quotidien que Galilée se pose des questions et ça enchaîne sur des expériences. Et c'est peut-être une faculté qu'on perd un petit peu aujourd'hui parce qu'on est conditionné à faire des expériences parce qu'on nous a posé un sujet ou parce qu'on doit travailler sur telle problématique. Et finalement, il y a beaucoup de, si on parle d'acoustique, beaucoup de sons du quotidien qui sont très étonnants et sur lesquels on peut s'interroger en ouvrant des portes, en faisant la vaisselle. Pour refaire cette expérience, nous avions sous la main un univers matériel standardisé, des enregistreurs de bonne qualité, des outils comme le spectrogramme pour visualiser les composantes fréquentielles d'un son, des photographies et des règles graduées précises pour comprendre le nombre de virgules. Galilée n'avait rien de tout cela. Ses instruments de mesure se limitaient ici à ses oreilles et à ses yeux nus, ainsi qu'au toucher qui lui permettait de sentir le ciseau vibrer dans sa main. La démarche du savant, au balbutiement de la méthode expérimentale, commençait nécessairement par une attention constante au monde et aux micro-phénomènes en apparence anodins, par une capacité à faire dialoguer les informations sensorielles pour limiter les imperfections de la perception humaine. On pourra parler de sérendipité pour évoquer le hasard initial de l'observation de Galilée. Mais ce que raconte Galilée ici, ce n'est pas un hasard complet comme la découverte du post-it ou de la pénicilline. C'est l'attitude d'un homme dont les oreilles et la vue lui permettaient en permanence de scruter le réel pour en comprendre le fonctionnement. Avec les voix et les interventions de Frédéric Ablitzer, de Lorenzo Boragno dans le rôle de Galilée, de Julien Coutan de l'UT Mécanique, la classe de L2 CMI Acoustique et Vibration 2024-2025, Hélène, Julien, Thaïs, Félicie et Solène. Le deuxième sens, un podcast écrit et réalisé par Alice Demsen-Meyer et Aurélien Ruelli. Une coproduction Le Mans Université et Le Mans Sonore. Création sonore, mixage et mastering, Richard Comte. Avec un invité spécial, Julien Chomelat aux percussions.
Thank you.